cet ordinateur. Je pense que ça marche. Du coup, on parle de MySQL, NoSQL. Pourquoi? Quand est-ce qu'on utilise l'un, quand est-ce qu'on utilise l'autre? Éventuellement, on parlera un peu de SQL en général parce qu'il y a plein de choses à dire dessus. Déjà, vous, à quel point vous êtes à l'aise avec ces notions-là, à quel point vous êtes à l'aise avec le SQL? Juste pour savoir d'où est-ce que je pars et où est-ce que je vais. Alors, moi, Ça va j'ai à peu toujours près. utilisé PGSQL Mhm. parce que sur Bonapp, c'est toi qui nous avait conseillé ça. Et du coup, là, sur le bot, j'ai aussi mis en place PG. Ok. Et je trouve ça pas simple. Ok. Mais en fait, moi, c'est surtout l'histoire des callbacks, en fait. Parce qu'en fait, quand je retrieve une data, Mhm. il faut que je fasse des fonctions dans un certain ordre. Et je pense que j'arrive à aller chercher la data, mais au final, souvent mon truc marche pas. Parce que je sais pas, Ah, je dois pas faire les fonctions dans le bon ordre. ok. Mais là, du coup, tu as plus un problème avec JavaScript, le langage, qu'avec Ouais. Postgres. Du coup, je pense SQL, en gros, les commandes de base, je vois, tu vois, insert, machin. Mhm, mhm. Euh, mais bon, ça s'arrête là. Ok. Moi, je connais un peu parce que mon site, c'était du WordPress de base. Ok. Et du coup, ouais, le MySQL, etc., j'ai dû un peu taper dedans à un moment donné. Ok. Donc, tu as dû Ça m'en taper le parlera. moment où tu es obligé de fouiller au fond du SQL pour essayer de C'est comprendre ce ça. qu'ils font. C'est exactement ça. Ouais, parce que WordPress de mémoire, ils Ah, font. on ne parle pas de ça, c'est horrible. Ouais. Non, c'est ça. Ouais, j'ai maintenu les WordPress pendant un temps pour des gens et effectivement, c'était pas trop le fun. Ok. Comment j'organise ça? Du coup, je vais considérer que vous êtes à l'aise avec le SQL de base et je vais juste expliquer déjà. Je sais qu'il y a des gens qui m'ont posé la question, donc du coup, je vais l'expliquer là. Est-ce que vous savez quelle est la différence entre SQLite et PostgreSQL et pourquoi est-ce que on se fait chier à avoir Postgres installé sur sa machine? Ok, je prends C'est ça. plus une Je prends question ça. de Moi, je format, non, je sais pas. pense. Hein. Ouais. Ouais, en fait, c'est surtout des questions de rapidité, de à quel point tu peux traiter beaucoup de requêtes en même temps. Parce que SQLite, bon, tu as besoin de rien installer et tout est géré en local. Enfin, c'est une espèce de fichier sur ton disque qui est lu à la volée et sur lequel tu fais des recherches. Bon, il va sans dire que c'est pas très rapide, parce que quand tu lis un énorme fichier pour créer ta donnée, c'est pas très cool. Même si au final Postgres fait un peu pareil, mais sauf qu'en fait c'est un moteur base de données, donc il indexe les trucs, il a une façon de gérer ses fichiers pour que ça soit beaucoup beaucoup plus rapide et pour pouvoir gérer plus de connexions simultanées. Et d'ailleurs, sur Rails, tu peux avoir n'importe quel format de SQL. Oui, j'ai déjà eu du MongoDB. Tu vires Active Record, puis t'as un autre truc. Ça s'appelle Mongo. Ouais, voilà. Et en gros, tu peux lui dire à partir. Bon, ok, génial, merci les gars. Il n'y a pas de doc, mais si je sais qu'il y a de la doc quelque part, mais en gros, tu peux avoir tu peux remplacer ton Active Record par ça et ça pose aucun problème, ça marche très très bien. Bah, ça marche très très bien. Ça marche très très bien tant que tu fais du MongoDB quoi, et que tu avais un truc qui était fait pour faire du MongoDB. Parce qu'on y reviendra, mais il y a des raisons vraiment valables de faire du MongoDB. Ouais, et justement, maintenant que tu en parles, c'est facile ou c'est même possible de faire des transitions? Genre, tu passes, je sais pas, sur une base de données MySQL sur de MongoDB, par exemple? Oui. À quel point ça va être agréable à faire. Ça, c'est Et autre chose, ouais. c'est possible. Conceptuellement, tu pourrais juste prendre tes tables et puis tu crées N documents identiques en Ouais. face dans Non, ton parce que Mongo. je pense surtout aux grosses boîtes qui ont des technos qui ont 20 ans et qui après veulent passer sur des trucs un peu le mode NoSQL, ça doit être méga chiant, quoi. Ouais, et puis c'est pas le but, en fait. Ouais. Je vais en parler, mais des fois, tu veux pas passer à du NoSQL. Genre, vraiment pas. Dis-toi que par exemple, le problème du NoSQL, c'est que t'as pas de John. Et rien que ça, c'est un petit côté pas très agréable dessus.
Bref, du coup, je vais. Donc, mais SQLite, c'est vraiment pour des tests. Hein. C'est vraiment quand tu as besoin d'un truc très rapide qui marche par défaut. Honnêtement, j'ai aucun cas où je l'ai utilisé plus que 20 minutes le temps de passer à Postgres. Après, pour la différence entre Postgres et MySQL, c'est plus que ça dépend. Je pense que ça dépend de ce à quoi tu es habitué. MySQL apparemment est plus facile pour certains trucs. Mais voilà, c'est mon niveau de connaissance sur MySQL. Et je pense que si tu es habitué à Postgres, il n'y a aucun cas où je me suis dit « Ah, je préférerais MySQL là ». Voilà. Par contre, c'est très utilisé MySQL. Enfin, je vois surtout dans tout ce qui est OVH et autres, c'est pratiquement que base de MySQL. Ouais, bah, en fait, je sais pas pourquoi. Je sais pas quel est leur gros avantage de MySQL par rapport à Postgres. Quel est l'avantage concurrentiel que tu peux avoir à aller vers du MySQL plutôt que du Postgres. À part que c'est plus simple à administrer et à gérer au début. En fait, après, voilà, il y a plein de plugins qui n'existent pas sur MySQL. Il y a plein de trucs qui sont étranges sur MySQL. Mais bon, du coup, c'est la base qui est par défaut, genre sur WordPress, non, si je me trompe pas. Ouais. Ouais. Effectivement. Donc, tu comprends pourquoi c'est très utilisé. C'est juste qu'il y a beaucoup de Non, WordPress. c'est comme le PHP en fin de compte. Hein. C'est la même histoire. C'est un langage que je trouve qui est très mal foutu, mais évidemment, il est présent dans plus de 70% des sites, je crois, ou un truc du style. C'est ça. Donc, Bah, voilà. C'est juste parce que c'est super facile à apprendre. Il y a beaucoup de devs qui commencent par ça parce que, bah, oui, faire un site en PHP, au final, tu mettais juste des espèces de balises bizarres dans ton HTML et puis tu peux faire du back-end. Bah, après, je dis ça, j'ai commencé par ça. Donc, non, c'est pas vrai. Je faisais du basique. Mais bon, peu importe. L'idée, c'est que j'ai fait assez vite du PHP et que j'y comprenais rien. Et bon, c'était l'époque où des choses comme Rails ou tout, ça n'existait pas vraiment. Donc t'avais beaucoup moins de choix sur tes technos. Quoi. Donc du coup, MySQL, je vois pas l'intérêt concurrentiel. Si vous n'avez pas de bonnes raisons d'aller chercher MySQL, je vous conseille de prendre Postgres si vous avez besoin d'une base de données relationnelle. Pareil, 90% du temps, je pense que vous avez besoin vous allez préférer une base de données relationnelle. Ça a des défauts. Le problème, c'est que c'est des fois chiant de faire des jointures, ça t'oblige à découper en table. Quand t'es obligé de faire des migrations. Donc faire des migrations, pareil, c'est éventuellement assez coûteux parce que tu peux avoir des downtime. Ça dépend de comment tu les fais. Tu peux faire des migrations qui n'ont pas de downtime. Mais tu peux avoir des downtime, tu peux... comment dire si tu veux faire évoluer tes tables d'une certaine façon, c'est compliqué à faire. Tu es obligé de te prévoir le moment où tu vas switcher d'un truc à un autre. Voilà, ça c'est pas mal la problématique du SQL en lui-même de pourquoi, voilà. Pourquoi est-ce qu'on a inventé le SQL? C'est parce qu'à un moment, je pense qu'on stockait toutes les datas dans des fichiers. Non, parce que bon, fondamentalement, on pourrait tout stocker dans des énormes CSV, hein. Ça marcherait. Ce serait juste lent. Et ce serait juste pas très agréable de faire des requêtes. Et très moche. Et très moche. Mais bon, si vous avez fait un petit peu de... non, mais bon, en gros, peut-être. En entreprise, il y a beaucoup de gens qui utilisent aussi VBA, hein, qui mettent leurs données dans du Excel. J'ai vu ça. Voilà. Vu ça. Voilà, donc c'est ça. C'est quand tu vas dans des banques, ils te disent « Oh, regarde cette super application en Access et Excel, où toutes nos données sont dans des énormes tableurs Excel. » Voilà. La production de jeux vidéo, il y a beaucoup de gens qui fonctionnent juste avec des tableaux Excel. Voilà. C'est leur outil de gestion de projet, le tableau Excel. Je ne sais pas. Voilà, alors des fois, j'ai des petits messages qui me disent que ma connexion Internet est instable. Est-ce que vous avez des... Est-ce que ça Non, coupe? pour le moment, ça va. Ok. Ça tient. Moi, je pense que j'ai eu une petite coupure de 2 secondes. Ok. Il y a- Ouais, à la limite, peut-être eu ça aussi, mais ça n'a pas vraiment gêné en vrai. Hein. Ok, cool. Oui, parce que de toute façon, comme je cherche mes mots, parce que comme j'ai pas de plan, je pense qu'il y a plein de moments de vide. Ok. Postgres, on va pouvoir rentrer un tout petit peu plus en profondeur. Déjà, est-ce que vous savez comment marchent les index et à quoi ça sert?
à part que ça s'incrémente. Non, Ouais, vaguement, quoi. Ok. Du coup, on va parler de ça. Comment je le montre, en fait? Alors, je vais vous montrer un peu quelle est la différence. Est-ce que ça va être facile à montrer? Je ne sais pas à quel point ça va être facile à montrer. Mais, alors déjà, est-ce que vous connaissez RaceDB Console? Oui. Oui, parfait. Et j'ai pas de database de lancer. Parfait, qui thématique. Désolé. Est-ce que je pourrais avoir un Postgre, s'il te plaît? Voilà. Donc, je disais. Et il va me dire qu'elle n'est pas créée, que du coup je vais faire un DB create. Oui, bien sûr. Ok. DB Console, ça permet de se connecter à son moteur de database. Donc, ça ne permet pas d'avoir une console Rails, mais une console Postgres, qui va te permettre de faire du SQL. C'est pas mal des fois parce que tu peux pas, genre si tu n'as pas fait tes modèles en Rails, tu peux faire aucune requête. Et donc, du coup, tu es obligé de vérifier les trucs. Puis, tu as d'autres choses que tu vas pouvoir vouloir vérifier. Par exemple, donc en Postgres, il y a des commandes qui permettent d'inspecter ton modèle. Qui disent que, par exemple, là, je regarde ma table suggestion. Dedans, j'ai un ID, un new ID, j'ai un texte, j'ai un creator ID, un box ID, j'ai un created et j'ai les index. Est-ce que j'ai une image pour ça? Ok. Si tu veux faire une recherche, si tu veux chercher, par exemple, une suggestion qui a l'ID 22, si tu n'as pas d'index, ce qu'il est obligé de faire, c'est qu'il les prend toutes une par une, puis il va chercher celle qui a l'ID 22. Okay. Est-ce qu'au cours de votre formation PHP, vous avez vu des arbres ou pas du tout? Ok. Je crois pas. J'ai pas souvenir, non. Ouais, mais c'est pas trop ça que je vais vous montrer. Ok. Je vais montrer des arbres plus simples. Je crois qu'il me proposait là-haut. Ouais, parfait. Je vais vous expliquer comment marche un binary tree et on va considérer que ça marche à peu près pareil. Sauf que lui, il est nul. Je voudrais bien une version recherche, s'il te plaît. Ok. Je cherche une image pour expliquer. Message tree. Très bien, celui-là. Il va complètement faire l'affaire. Ok, donc imagine, tu as tes index. Bon, ok, donc si tu as, imaginons, j'ai 1000 données. Si je veux chercher un index au milieu, au pire, si je suis obligé de tous les faire, au pire, c'est le dernier qui va être mon index. Donc, je vais devoir faire 1000 comparaisons. Ok. Dans un binary tree, l'idée, c'est que tu as une racine. Tout ce que tu mets à droite est plus grand, tout ce que tu mets à gauche est plus petit. Et c'est vrai pour tous les nœuds. C'est comme ça que tu le construis, en fait. Donc là, tu as le 6, le 4 est plus petit et le 7 est plus grand. Si tu as le 3, tout ce qui est à droite est plus grand que 3, tout ce qui est à gauche de 3 est plus petit. Et donc, si tu as besoin de chercher 13, par exemple, tu vas faire une comparaison. Ok, c'est plus grand que 8, donc c'est à droite. 10, c'est plus grand que 10, donc c'est à droite. 14, c'est plus petit que 14, donc c'est à gauche. Et donc, en fait, tu vas faire une, 2, 3, 4 comparaisons. Là où si tu avais dû toutes les faire, tu en serais tapé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Et plus ton arbre est grand, et plus c'est rapide. Parce que plus ton arbre est compact, en fait. Il va avoir tendance à faire une espèce de pyramide très écrasée, assez vite. Et donc, du coup, tu vas plus vite pour chercher un truc dedans.
Donc, c'est comme ça que marche un index. C'est tes ID, ils vont être stockés sous forme d'arbres comme ça pour permettre d'aller trouver ton ID le plus vite possible. Voilà. Donc, en fait, en général, tu crées des index juste pour pouvoir accélérer tes recherches. Voilà. Je ne sais pas si je suis clair ou si je suis allé trop vite sur ce que c'était qu'un arbre. Je comprends le principe. Et le 8, au début, il est choisi comment? C'est juste que c'est le milieu ou c'est... Alors, tu as plein de façons de faire des arbres. Là, je pense que la façon dont il a été construit, c'est tu prends ton premier élément qui est 8, donc tu le mets. Tu prends ton 3, tu le mets. Puis là, tu vas devoir mettre 6. Donc, tu cherches où le mettre dans l'arbre, puis tu l'insères. Donc, imaginons que je voudrais rajouter 9 dans mon arbre. J'arrive, je vois 8. Ah, c'est plus grand. Je vais là. Ah, c'est plus petit. Il n'y a rien, donc je le mets. Donc, tu vois, je rajouterai 9 ici. Okay. Avec une flèche qui descend de 10. C'est juste que là, pour l'instant, l'arbre, tu le modifies pas. C'est juste que tu insères tes données au fur et à mesure dedans sans changer ton arbre. Ok. Ça a un petit défaut. Si tu modifies pas ton arbre, la structure de ton arbre après l'avoir construit, c'est si tu les mets dans l'ordre. Si tu vois si les données qu'on te donne sont dans l'ordre, par exemple, c'est typiquement le cas des ID de tes tables, bah tu vas mettre. Est-ce que j'ai un truc pour faire genre un tableau blanc sur Zoom? Attends, je vais regarder si j'ai ça. Ce serait vachement pratique. Alors, j'ai un bouton annoter. Ça fait quoi ça? Je peux dessiner sur mon écran, parfait. Alors non. Tableau blanc, s'il vous plaît. Ah, peut-être qu'il faut que j'arrête de partager mon écran. Ok, est-ce que vous voyez mon écran? Je pense que j'ai regardé ça avant. Non, je peux pas faire ça. Bon, ah si, tableau blanc, parfait. Ok, est-ce que vous voyez mon super tableau blanc? Oui. Parfait. Ouais. Donc, imaginons que... alors, ça va être dégueulasse, hein, parce que je vais dessiner à la souris sur un écran. Donc, si tu obtiens des données triées, tu commences par mettre ton 1. Mon Dieu, ça va être horrible. Et puis, du coup, maintenant, il faut insérer 2. Donc, 2, c'est plus grand. Donc, tu mets à droite. Tu mets ton 2. C'est vraiment affreux. Donc, ensuite, tu dois insérer 3. Donc, c'est plus grand. Donc, tu mets à droite. Ah, bordel. Le trackpad, c'est vraiment pas ça pour dessiner. Bon, bref, vous avez compris l'idée. Et donc, du coup, je vais me retrouver juste avec une espèce de liste, avec ça va être une espèce de trait, quoi. Et donc, en fait, je vais pas du tout gagner au niveau de la recherche. Si je suis obligé de chercher 27, ben, je vais devoir parcourir toute ma liste dans l'ordre. Du coup, il y a des algorithmes. Donc, je vais pas les expliquer maintenant parce que ça va être chiant, parce que c'est compliqué à expliquer. Pour rebalancer ton arbre, je vais montrer. Je pense qu'il doit y avoir ce genre de petit dessin sur Wikipédia. Il doit sûrement avoir des explications de comment est-ce que tu le rebalances. Voilà. Je vous laisserai regarder. Et en gros, le but du jeu est de faire que ton arbre soit toujours le plus compact possible. Par exemple, si on reprend celui-là, là, ton 10, 14, 13, c'est pas très compact. Ce qu'on pourrait faire, c'est mettre 13 à la place de 10. Tu aurais 10 à droite et 14... non, tu aurais 10 à gauche et 14 à droite, parce que 14 est plus grand. Et donc, du coup, tu aurais un étage de moins sur ton arbre. Et donc, tu aurais besoin de faire une recherche de moins quand tu descends. Voilà. L'optimisation, quoi. Ouais, c'est ça. Tu secoues ton arbre pour le rendre le plus compact possible, qu'il y ait le moins de niveau possible de profondeur dans son arbre. Donc ça, Postgres le fait pour toi en faisant des B-trees. Donc là, ici, quand j'ai regardé ma table suggestion, il note mes annexes et il me dit que c'est tous des B-trees sur ID, Box ID, Creator ID. Du coup, alors, est-ce que... Non. Comment est-ce que je peux faire pour monter?
je vais faire un select classique. Select étoile. Attends, est-ce que j'ai des data? Justement, select étoile. Suggestion. Non, parfait. Voilà. Alors, je vais les insérer avec Rails parce que je suis feignant. Parce que je me souviens jamais des. Je suis très bon pour faire des selects, mais alors pour faire des inserts, je me souviens jamais de la syntaxe parce que tu le fais rarement à la main. Rails console. Donc, pour aller plus vite, je vais faire un truc qu'il ne faut surtout pas faire. Je vais utiliser mes. J'ai pas de seeds écrits. Et donc, du coup, je vais utiliser mes factories pour populer ma database. C'est une mauvaise pratique, c'est parce que du coup, tu peux pas avoir des factories des seeds qui sont constants. Et ça peut prendre. Et à chaque fois que tu fais une migration, tu es obligé de tout détruire, tout reconstruire. Les seeds, ce qui est pas ouf. Ça prend du temps. Si tu as beaucoup de sites, surtout. Non, c'est l'autre. Parfait. Ah non, attends. Ok, je l'ai mis là. Support. Très bien. Et ah non, pas là. Oui, je sais. Ce n'est pas une syntaxe SQL valide. Spec. Non. Spec. C'est toi. Je sais plus où est-ce que je load mes factories, je sais plus comment on fait. C'est le problème de tous ces outils, c'est que tu les écris une fois ta conf et tu l'utilises plus jamais après. Et oui, génial. J'ai Require Factory Bot, mais est-ce que je peux l'utiliser? Non. Ok, comme c'est un peu le seul truc que je fais. Attends. Presque. Ok. Pendant que je fais ça, je vais te parler. Donc les index, je vais vous montrer. En fait, je vais vous montrer une technique pour. Je vais expliquer ce que je veux faire. Okay. Je vais vous montrer une technique pour voir ce que font tes requêtes derrière et si elles utilisent ces index, si elles n'utilisent pas. Parce que il y a un moment. Parfait. Il y a un moment où vous allez devoir vous. Cette liste, je vais faire genre 30 suggestions, ce sera très bien. Je dis dans le sens. Suggestions 30. Ok. Pendant qu'il me fait 8 millions d'inserts, vous allez devoir vérifier que vos requêtes sont optimisées. Donc, parce que vous allez avoir une requête SQL qui est lente dans votre database. Ça va arriver. C'est chez tout le monde. Voilà. Parfait, très bien ça. Et vous allez devoir essayer de comprendre, ok, pourquoi est-ce que c'est lent? Comment est-ce que je peux résoudre le problème? Par exemple, je peux faire une requête lente. Sur suggestion, si je lui dis, je prends mes suggestions et je voudrais que son texte, il soit like, qu'il y a un i dedans. Bon, ok, c'est rapide parce que j'ai genre 31 inserts dedans. Mais qu'est-ce qu'il va devoir faire? Il va devoir passer à travers toutes mes suggestions une par une dans l'ordre pour vérifier si oui, il y a un i ou pas dans le texte de mes suggestions. Okay. Mais oui, mes suggestions, c'est un ID, un texte qui contient des choses. Des phrases au pif.
Et donc, il y a des moments où vous avez besoin d'analyse. Est-ce que tu analyses ici? C'est pas comme ça. Je n'utilise pas assez. Ça serait... C'est quoi la syntaxe exacte? Ok, analyze query, Postgres. Explain. Ok. Voilà. En gros, tu lui dis, je fais cette query-là. Explique-moi ce que tu fais. Donc là, il va te dire un query plan. Donc, moi, ce que j'ai prévu de faire, c'est de faire un scan séquentiel sur toutes tes suggestions. Ça veut dire que je vais passer à travers toutes tes suggestions. Et dessus, je vais faire ce filter. Voilà. Donc, en gros, voilà le temps que ça me prévoit de le planifier, voilà le temps que ça va me prévoir de le faire parce que tu as 30 données dedans. Imaginons que j'ai une table avec 800 000 entrées, bah, ça va être long, en fait, parce que je vais avoir passé à travers toutes mes data hyperlinks. Mais encore ça va, parce que je fais pas des trucs genre join user Est-ce que vous voyez ou est-ce qu'il faut que je rende plus grand la vidéo? Non, ça va. Moi, ça va. Ça va, ok. U.id égale S. Pas comme ça. Ah oui, non, parce que j'ai mis mon verre avant. Mais... C'est pas ça, c'est pas comme ça s'appelle pas Creator ID. Creator ID. Qu'est-ce que j'ai raté? U.id does not exist. C'est S. Il n'y a pas d'ID sur les users. Donc backslash D, c'est pas mal la vie. Okay. C'est users. Si, il y a un ID sur les users. Parce que j'ai pas mis de S. Ok. Et je vais remettre mon where. Where, c'était quoi? C'était text. Like. %i. Ok. Donc si je fais ça, il me dit, voilà, moi ce que j'ai prévu de faire, du coup, c'est commencer par faire ton scan sur les suggestions pour en prendre moins. Puis, ensuite, Ah, parce qu'il n'y en a pas assez. Ah non. De faire un scan séquentiel de user pour aller chercher tous les users et faire la jointure. Ça fait quoi, join, là? Alors, ok, je vais te montrer à quoi ressemble la requête. Ok, c'est complètement visible, parfait. L'idée, c'est que ça va join les deux tables. Donc, j'ai mes users qui ressemblent à ça et j'ai mes suggestions qui ressemblent à ça. Ok. L'idée, c'est que ça va te mettre... Quand tu fais des requêtes SQL en select, ça fait des tableaux. Donc, si je fais un select étoile, donc je récupère toutes mes données de suggestions. From suggestion, from suggestion. Ce que ça va faire, c'est que je vais avoir un tableau avec ID, text, creator ID, box ID, machin. C'est pas visible. Je vais faire un tableau plus petit, je vais juste sélectionner certains trucs. Donc je lui dis que je veux juste les ID et je sais, les creator ID sera très bien. Creator ID. Voilà, donc ça va faire un tableau où il va me dire, ok, bah dans ta database, tu as 31 lignes et pour chacune, le premier ID c'est ça, l'ID du creator ID qui correspond c'est ça, etc. J'aurais pu mettre les textes parce que ça aurait été un peu mieux. Voilà. Et en gros, c'est juste qu'il te chope chaque ligne de ta database. Ta database, c'est un énorme tableau Excel, conceptuellement, avec plein de tables dedans. Chaque table est une page de ton tableau Excel, dans l'idée.
Et donc, en fait, t'as un espèce de langage qui te permet de faire des requêtes sur ton tableau Excel pour aller chercher les données dedans parce qu'il est beaucoup trop. Parce qu'il peut être beaucoup trop gros. Là, non, mais il pourrait. Voilà, je ne sais pas si c'est clair de ce côté, de ce que c'est que ça. Et qu'est-ce que c'est qu'un join? Un join, donc du coup, si je prends mes users et que sur mes users, je vais chercher, je ne sais plus ce qu'il y a dessus. Je sais qu'il y a un ID et on va dire qu'il y a un username. Voilà. Donc mes users, ils ont des ID, des usernames, il y en a plein. 62, très bien. Si je fais un join, donc je vais reprendre ma requête de tout à l'heure, mais je vais enlever les étoiles et je vais lui dire que je veux des trucs en particulier. Donc je vais vouloir l'ID de ma suggestion, l'ID de mon user et je vais vouloir le nom de mon user. Tiens. Ouais, username. User, ça s'écrit, et le texte de ma suggestion. Voilà. Et donc là, je lui dis, bah, tu fais une jointure en gros. Donc tu vas rejoindre les ID d'utilisateurs et les ID de table en fonction de. Ok, je vais expliquer un tout petit peu le join avant. Je lui dis, il faut que l'ID de l'utilisateur soit le même que le créateur ID de ta suggestion. En gros, quand tu fais du Rails, quand tu fais suggestion, je peux écrire suggestion.first.creator, en fait, lui, ce qu'il fait derrière, et il te le montre là, il fait 2 requêtes, mais il pourrait faire un join en fait. Là, il fait une requête puis l'autre pour récupérer ton user qui correspond à ça, mais il aurait pu faire si tu lui avais dit dès le début que tu voudrais son créateur, avant de faire un point first, il ferait une seule requête avec une jointure pour dire ok, je veux et ma suggestion et le user et le créateur qui correspond. Ok? Je sais pas si c'est clair ou pas du tout. Un peu. Ça va à peu près. En gros, c'est pour lier 2 tableaux ensemble. Et tu lui dis comment tu veux les lier. Je veux avoir les users et tu les lies en fonction de. Il faut que ce soit le même ID le user ID, il faut qu'il corresponde au créateur ID de ta suggestion. C'est pour faire un espèce de tableau composé en fait. En fait, est-ce que tu fais un join table? Ouais, c'est ça. Et tu récupères que les lignes. En gros, ça restera encore plus les lignes, quoi. Là, ça restera pas parce que tu fais pas vraiment de restrictions dessus. Si j'avais des suggestions qui n'avaient pas d'utilisateur, oui. Mais là, c'est plus que c'est une jointure 1-1. En fait, ce que je pourrais faire, c'est que je pourrais démarrer un Excel ou un équivalent. Ce serait pas mal, ça. Comment est-ce que je fais ça? Google Doc? Drive? Je pense que j'ai pas Excel sur ma machine. New. Allez. Sheet. Ok, donc imaginons que sur une première page, j'ai mes suggestions. En fait, je ne vais pas les mettre sur des pages. Je vais faire. Oui, très bien. Donc, je vais avoir mes suggestions qui vont avoir des ID. Elles vont avoir des ID et des textes. Ce sera plus. Dès qu'un créateur ID. Créateur ID et un texte. Je vais avoir mes users qui ont un ID et un username. Donc, je vais juste en faire 2. Creator ID, ça va être APB, on voit bien. Le texte, ça va être et là, l'ID, ça va être A, B et B avoir un utilisateur C. Et comme utilisateur, ça va être ah, bon, tu s'appelleras Nanan, je suis désolé. Pas grave. Nana et Carla.
Donc ma requête, que je peux copier-coller quelque part, ici. En gros, ce que je lui dis, c'est construis-moi. Je vais sélectionner les ID des. Ok, c'est vraiment pas très lisible tout ça. Comment est-ce que je peux la rendre plus lisible? Je peux la rendre plus lisible dans Slack. C'est très bien Slack. Gist. C'est vraiment lisible. Ok, donc je veux sélectionner ces champs-là depuis ma table suggestion. Je voudrais que tu fasses une jointure sur ma table user avec cette règle-là et je vais rajouter une condition. Et la condition, on va l'oublier pour cette requête-là parce qu'elle n'est pas très utile pour l'instant. Et en gros, ce que ça va donner la résultante de cette requête, ça va être un tableau qui contient s.id, u.id, u.username et s.text. On peut voir dans la requête que ici, là, je vais mettre un alias sur ma suggestion pour lui dire que je veux l'appeler S plus tard et les users, je vais les appeler U. Ça m'évite de retaper en entier le suggestion user partout. Et donc, du coup, si tu fais cette requête, ce que ça va te sortir 1, 2, là, du coup, c'est A, B, et ça va te sortir les usernames correspondants. Denis, Nana, et voilà. En fait, tes requêtes SQL te construisent un tableau. Donc, cette requête SQL va te sortir ce tableau-là. Ok, c'est parfaitement clair cette fois-ci. Ok, cool. Voilà. Donc, il y a plein de types de join. Parce que tu peux vouloir lui dire fais des joints. Je vous retrouverai il y a un super article pour expliquer les différents joins. Là, on fait un join, on fait un inner join, donc on fait un join où on veut que tout match, sinon on ne voit pas les données. Mais il existe des joins où tu peux dire je me fiche, je veux que tu me. En gros, si j'ai ça, 4, je vais avoir l'utilisateur D qui n'existe pas. Bon, je ne vais même rien avoir. Et là, je vais avoir texte 4. Ça, j'ai toujours le même tableau de sortie. Okay, parce que comme j'ai pas d'utilisateur, il n'a pas réussi à faire une jointure. Et donc, du coup, il m'a pas mis ma suggestion 4. Il y aura des cas où, quand je fais ma requête, j'aurais quand même envie de le voir. Et donc, du coup, tu lui dis que tu veux. Si tu lui dis que tu veux un left join, il va quand même te sortir celle où il n'y a pas d'utilisateur. Donc, tu vas te retrouver avec un tableau qui ressemble à ça. Ok ? C'est possible de faire l'inverse avec un right join, auquel cas j'aurai Carl, parce que pour l'instant, Carl n'apparaît pas. Voilà. Donc, je vous filerai un lien pour avoir plus d'informations sur ces joins. Si vous mettez à faire du dev un jour, vous en aurez dans un projet un tout petit peu plus complexe que quelque chose en règle, etc., vous en aurez probablement besoin, ou au moins besoin de comprendre comment ça marche. C'est ce que j'allais te demander. En vrai, en soi, en application réelle, tu ne dois pas tellement t'en servir que ça. En fait, ça dépend. Ça dépend à quel point ton application réelle c'est grosse et à quel point tu as envie d'optimiser tes requêtes. Je vais te donner un exemple. Alors, où est-ce que j'en ai mis? Je sais que j'en ai mis quelque part. Est-ce que j'étais... Est-ce que j'en ai là? Non. App, contrôleur, V1. Est-ce qu'il y en a? Oui, c'est bien. Ok, ici, tu remarques que ma requête, pour juste faire un find sur une suggestion, et c'est un tout petit peu plus compliqué parce que j'ai rajouté include et des références. Pourquoi est-ce que je fais ça? En fait, j'ai une super truc ici.
qui va expliquer la différence. Si je fais... je vais prendre la première suggestion. Où est-ce que tu... Voilà. Ok. Donc, je vais prendre l'ID de la première suggestion pour que ce soit pratique à manipuler. Et donc, par exemple, si je fais suggestion, point find avec son ID, ce qu'il fait comme requête SQL, il fait un select où il dit bah, je veux que ton ID ce soit celui-là. Si jamais plus tard j'ai besoin de son créateur, bah, je vais. En fait, si je fais créateur, si je fais ça, il va commencer par faire un select sur ma suggestion, puis il va faire un select sur mon user. Mais imaginons que j'ai aussi besoin ok. Suggestion égale. Donc, j'ai besoin de ma suggestion, donc je fais une requête SQL. Plus tard, j'aurai besoin, je suis sûr à 100% d'avoir besoin de son créateur. Donc, je fais une nouvelle requête, mais je vais avoir aussi besoin de la box qui correspond à ma suggestion. Donc, je vais faire encore une nouvelle requête. Et donc là, j'ai fait 3 requêtes, alors qu'en fait, j'aurais pu faire une requête avec avec un join. Et en fait, c'est ça que ça fait, ça. Okay. Si j'avais fait ça à la place, tu remarques qu'il me fait une requête qui est un tout petit peu plus grande que la précédente. Parce que les précédentes, il faisait juste des selects. Vous me dites ça va trop vite. Hein. Voilà. Donc là, il fait une requête qui est beaucoup plus compliquée. Donc là, j'ai récupéré ma suggestion, je l'ai mis dans suggest. Et si jamais je lui fais suggest.creator, il ne fait pas de requête SQL. Il l'a déjà chargé en fait. Et donc du coup, j'évite de faire des allers-retours vers ma base de données. Donc si tu fais moins d'aller-retour vers ta base de données, donc si tu comprends la mécanisme des joins, le pourquoi est-ce que tu as besoin d'en faire à certains moments, tu sauves du temps dans ton application. Parce que Rails, c'est cool, hein, ça te simplifie vraiment la vie parce que tu ne les tapes pas vraiment tes requêtes SQL. Mais en fait, si tu n'as pas la compréhension de ce que tu fais derrière en détail, bah, tu peux te retrouver avec une application qui est lente et tu comprends pas pourquoi. Voilà. Voilà. Et puis si je continue et que je lui demande sa box, pareil, il n'en aura pas besoin. Parce que je lui ai aussi fait la jointure. J'ai aussi demandé de faire la jointure sur la box. Est-ce que c'est clair? Ouais. Ou est-ce que je suis allé beaucoup trop vite? Non, ça va. Cool. Parce que le SQL, j'introduis des notions, donc ça peut aller trop vite, donc il ne faut vraiment pas hésiter. Voilà. Bon, par contre, il faut remarquer que les requêtes de Rails sont horribles à lire. Voilà, Visuellement parlant, c'est pas top. C'est pas top. En fait, ce qu'il fait, c'est juste qu'il va mettre à la main tous les champs. Donc en fait, c'est plutôt que faire un select étoile pour tout sélectionner, il indique tous les champs qu'il veut. Et comme mon user a beaucoup de champs, c'est affreux. Mais en fait, ça aurait pu être étoile. Parce qu'en fait, il veut tout. Et donc en fait, tu veux tout de suggestion. Tu fais un left join parce que tu t'en fiches. Tu veux toutes tes suggestions, même si elles n'ont pas de box, avec ton box ID. Attends, je vais arrêter 2 secondes. Avec ton box ID qui est égal à ton suggestion.boxid. Et les users, tu veux que le user ID soit égal au suggestion.creatorID. Voilà. Donc c'est quasiment ce qu'on a fait là. Hein. Quand on a fait ça. Quand on a fait celui-là, c'était quasiment la même requête. Hein. Je sélectionne les champs en particulier de suggestion avec un join sur le user ID qui est égal à la suggestion.creatorID. C'était vraiment la même requête qu'on fait en fait. Voilà. Et donc, en Rails, c'est vraiment pratique de lui dire affiche-moi et de regarder ce qu'il fait quand tu lui fais faire des requêtes. Parce que des fois, tu te rends compte que ça peut être là. Il y a une gemme qui existe qui s'appelle... Où est-ce que tu es? Est-ce que je t'ai mis? Oui, Bullet. C'est une gemme qui va essayer automatiquement de détecter les moments où tu fais des requêtes qui servent à rien et que tu aurais pu faire un join et que ce serait allé beaucoup plus vite. Donc, elle est super facile à configurer.
Je vous laisserai la regarder. Et en gros, elle va vraiment faire le boulot à ta place. Ouais, si je tape juste de l'aide dans Google, j'aurais pas vraiment ce que je veux. Non, en gros, c'est tu l'installes et tu la configures pour lui dire exactement ce que tu veux. Ce que tu veux par exemple, tu peux lui dire à chaque fois que tu en croises une, envoie-le dans Rollbar ou dans Sentry. Voilà, une requête qui n'est pas optimisée. Et comme ça, toi, tu verras Comme ça, toi, tu peux pas les rater et tu sais que tu en as une à gérer. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une N+1 query? Parce que l'idée, c'est, imagine, j'ai une box qui a N suggestions. Chut, tais-toi. J'ai une box qui a N suggestions. Et donc, du coup, je récupère ma box, puis après, je lui dis, je veux toutes mes suggestions. Enfin, je fais suggestion.each, et donc, en fait, il va aller chercher chaque suggestion une par une pour aller récupérer l'info de chaque suggestion une par une. Et ça, c'est horriblement long parce que tu vas faire une query pour avoir ta box et N query pour avoir chacune de tes suggestions. C'est pour ça que c'est N+1. C'est là d'où ça vient. Voilà. Et c'est horrible parce que là, tu vas éventuellement faire beaucoup de requêtes. En général, ça arrive souvent en Rails quand tu commences dans tes views. Ou par exemple, quand dans ta view, tu vas faire je sais pas moi. Imaginons que je suis en train de construire une page, genre comme ça, et que tout ce que j'ai fait dans mon Rails, c'est avoir un @box, puis c'était dans ma view, et puis là, je vais faire je vais faire un each sur box.suggestion. Ok. Et donc en fait, le problème, c'est que là, je vais me taper n fois pour chaque suggestion. Je vais aller la chercher une par une pour aller remplir mon affichage. Donc ça arrive souvent quand tu fais ce genre de choses. Et c'est super bien de les détecter parce que chaque requête, tu as quand même le coût d'aller appeler ton serveur de base de données et le coût de retour. Tu as quand même un appel. Et c'est parce que comme c'est pas des fois, c'est pas le même serveur. Genre, dès que vous êtes sur Heroku, c'est pas le même serveur. Donc, tu as quand même tout le coût tu vas faire un vrai appel HTTP vers un serveur distant qui, lui, va devoir prendre ta requête, répondre, etc. Donc, tu as toujours un petit coût à faire une requête SQL. Le moins t'en fais, le plus c'est gagnant. Voilà. Et donc... Du coup, ce que tu as fait pour afficher chacune de ces bugs, tu n'as pas fait un each? Non, tu fais un each, mais tu précharges tes données, en fait. Tu vois, là, le truc... Alors, là, c'est parce que c'est du Meteor, donc ça marche pas comme ça, mais conceptuellement, si tu lui dis que tu veux... Alors, attends, je vais la reprendre. Hop. Donc, du coup, imaginons que je veux une box avec mes suggestions. Donc, je ferai box.first. Includes gestion. Et parce que c'est la vidéo et parce que je vais être sûr de ne pas me rater, référence suggestion. Là, je suis sûr qu'il va aller les chercher. Non, j'ai raté un truc. Pas de S. Ah, ok. Comme ça. References, quel souci? Parfait. Ok, donc là, ce que je lui ai dit, c'est je veux que tu m'inclus mes suggestions dans ma box quand tu vas aller récupérer ma box. Comme ça, je ferai qu'une seule requête. Et comme ça, quand je vais les afficher, toutes mes suggestions dans mon affichage, tu vas pas faire des requêtes SQL. Elles seront déjà préchargées de la database. Tu fais pas plusieurs queries. Ok. Bon, en vrai, là, il fait plusieurs queries. Parce que Rails a décidé que ce serait plus rapide de faire plusieurs queries. Donc, il en a fait 2. Je ne sais pas. Mais bon, voilà. En général, tu laisses faire Rails. Il est bien meilleur que toi
pour savoir ce qu'il doit faire. C'est presque toujours vrai. Et quand c'est pas vrai, au pire, tu peux faire du SQL directement dans Vibes. Je vous déconseille de faire ça le plus souvent possible. Mais il y a des moments où tu n'as vraiment pas le choix. Au cas où vous en avez besoin, je vous donne le truc. Active record base.connection.execute. Et là, tu peux faire du SQL natif. Connection. Oui, je ne l'ai pas tellement entier. Parfait. Et donc là, en fait, il me renvoie un espèce d'objet de type pgResult. Et je pourrais aller voir le premier, qui est un tableau, qui est un hash qui correspond à ma première donnée. Non, parce que des fois, Rails, il est très gentil, mais ces requêtes ne sont pas assez optimisées pour ton besoin. Voilà. Et ton besoin, des fois, c'est d'aller faire une query sur une table qui a 24 millions d'entrées. Et auquel cas, tu fais, je vais devoir faire les trucs à la main parce que Rails, ta query, là, tu fais 2 queries, j'en veux vraiment qu'une seule. Parce qu'une query sur 24 millions d'entrées, c'est long. Voilà. Du coup, j'ai un peu expliqué ça. J'ai un peu expliqué les index. Et donc voilà, les index, ça te permet... On va revenir à une histoire de plan. Donc là, ma query, avec mon join et tout, il m'explique que ce qu'il va faire, il y a un truc qui sonne. C'est mon riz. Bon appétit. Moi, je l'ai lancé hier soir. Du coup, il te récupère. Il va d'abord scanner les suggestions, puis il va scanner les users pour faire la jointure. Voilà, c'est le CXScan machin. Alors, c'est particulièrement désagréable de le faire en console. C'est pas très pratique. Des fois, t'as pas le choix. Donc, c'est pour ça que je vous montre en console. En vrai, vous allez pouvoir avoir un... Comment ça s'appelle ? Il y a plein d'outils qui permettent de faire ce genre de tool à votre place. Genre, je sais pas si vous avez utilisé pgadmin ou un équivalent. Ouais. Ok, pgadmin te permet de faire il t'explique tes queries pour te montrer exactement comment elles marchent et comment elles vont faire et à quel point elles vont être horribles. Si tu as besoin d'analyser des queries de Rails, parce que c'est pas très compliqué, tu peux juste copier-coller la query qui est là et regarder à quel point elle est optimisée et à quel point tu pourrais faire mieux. Si tu as un point particulier de ton application qui est lent, tu peux activer le logger pour avoir toutes tes queries SQL qui arrivent à cet endroit-là. Et puis, analyser pourquoi est-ce que c'est lent ici, comment je peux faire pour l'améliorer. Donc là, on parle d'un moment où vous aurez une application qui est déjà vraiment avancée avec beaucoup de données. Ça arrivera sûrement à un moment. Et c'est à ce moment-là, dites-vous qu'il est possible d'analyser ces queries et de voir pourquoi est-ce que c'est. Ok. J'ai une question qui a pas forcément de lien, mais quand tu insères une colonne dans un tableau, est-ce qu'elle s'insère forcément à la fin ou tu peux l'insérer n'importe où? Tu peux lui dire je la veux entre le username et le last name. Alors, j'ai deux questions. J'ai deux questions. La première, c'est pourquoi tu veux faire ça? En fait, c'est sur pgadmin. Tu sais, pgadmin, c'est très visuel. Ouais. Et je voudrais que ce soit rassemblé, tu vois, par idée. Que les colonnes soient rassemblées. J'ai pas envie que le last name, tu vois, parce que j'ai oublié de le mettre au début, que ce soit tout à droite. Alors, je sais pas du tout si c'est possible. Alors, ok. Donc maintenant, je sais pourquoi tu veux faire ça. Je sais pas du tout si c'est possible dans Postgres, dans pgadmin de le faire, de lui dire que tu veux les colonnes dans un autre ordre que celui de base. Parce que en fait, quand tu fais des requêtes SQL, là, regarde ce que je lui ai dit, c'est je lui donne l'ordre dans lequel je les veux. Mais si je voulais que le texte soit en premier, il suffirait que dans ma requête,
le mette en premier et j'aurai les textes. J'aurai le texte en premier, puis les ID, puis les noms. C'est Ouais. toi qui, dans ta requête, c'est toi qui choisis l'ordre des colonnes Ok. dans lesquelles tu peux. Donc, pgadmin, je sais pas, parce que je l'utilise assez peu au final. J'utilise que ça, hein. Et j'ai des problèmes, je sais, j'utilise que mon terminal. Après, ça n'a pas vraiment d'intérêt, si. J'en vois pas en tout Hop. cas. Surtout qu'en général, tu récupères pas la table en entier, tu récupères que des parties de la table. Ouais. Mais dans pgadmin, effectivement, c'est peut-être plus agréable de voir les. Oui, visuellement, c'est vrai, ça peut être. Non, visuellement, je pense En que c'est fait, vraiment voilà, c'est pratique. visuel. Ouais. Donc, je sais pas. Comme je disais, je l'ai très peu utilisé. En fait, on pourrait regarder. Mais dans Postgre normal, est-ce que tu peux dire où est-ce que tu veux créer ta colonne? Ou Non, pas? non, tu peux pas. Parce Ok, qu'en fait, en théorie, tu t'en fiches. d'accord. Alors, tiens, local, s'il te plaît. Ah, très bien. Ok. Bon, bah, oui, c'est bien. Non, tais-toi. Parfait. Donc, pgadmin. Comme je disais, je m'en suis très peu servi dans le C'est dans schéma. schéma, public, table. Ouais. Et je sais, je regarde mes suites. Je m'en fiche. Ok. Oui, parce que je viens juste de tout rentrer, c'est normal. Et donc, du coup, j'imagine que quand tu cliques là, tes colonnes, elles sont ordonnées dans un certain ordre, c'est ça? C'est ça qui est chiant? Ouais. Waouh. Honnêtement, je pense pas. Ok. Je pense que ce qu'il fait, c'est qu'il fait une query sur Postgres sur le moteur Postgres pour savoir les colonnes. Et que du coup, c'est à ce moment-là qu'il les récupère. Et c'est à ce moment-là qu'il les récupère et il les met dans l'ordre et il ne permet pas de les changer. Il me semble pas que c'est possible de choisir l'ordre des colonnes dans Postgres. Peut-être, mais franchement, c'est un problème dont j'ai jamais eu besoin. Et donc, Ok. j'ai jamais regardé comment ça marchait exactement. Ça marche, merci. Sinon, lui, il m'a conseillé un truc à un moment. Il m'a conseillé de faire ça. Qu'est-ce que c'est qu'un vacuum? C'est un aspirateur. Ouais. L'idée. Hop. Alors, je refais ma query, je refais mon analyse. Il va peut-être me faire mentir, mais là, en fait, comment dire, Postgres va avoir un. C'est mieux. Voilà. Bon. Est-ce que c'est mieux? Oui, c'est mieux. Parfait. Non, c'est pas le même plan, mais pourquoi? Ouais. Ok. Vacuum. Alors déjà, en général, c'est des trucs que vous n'aurez jamais besoin de faire à la main. C'est votre Postgres le fera par défaut. L'idée, c'est qu'il garde une table de statistiques quelque part, qui lui permet de se dire que quand lui va faire des queries, de faire le plan de query le plus rapide possible. Ok. Si ça s'est jamais roulé, donc normalement Postgres te roule tout seul, hein, moins de temps en temps, il est possible que ces statistiques sur les tables soient fausses. Là, par exemple, j'ai rentré toutes mes données par rapport. Il y a moins d'une heure, j'avais une database vide. Dedans, j'ai rentré des données. Donc, du coup, il n'avait pas fait son vacuum à la main. Et donc, son. Comment dire? J'essaie de pas dire de bêtises. Les dernières statistiques qu'il avait sur la donnée, c'est qu'il y avait 0 élément dans les tables. Et donc, du coup, il faisait son plan en fonction de ça, parce qu'il ne savait pas ce à quoi ressemblaient les tables. Et à quel point il y en avait beaucoup, est-ce qu'il y avait des index, à quel point les index étaient construits, etc. Quand tu fais un vacuum analyze, il enlève
des choses qui stockaient en disque, c'est le vacuum, et l'analyze, il refait ses stats. Et comme il refait ses stats, bah, du coup, les plans de query qu'il va faire plus tard seront plus rapides, seront meilleurs, en théorie. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair ou pas du tout. Tout ce qui se comprend, normalement, s'énonce clairement, et j'avoue que je ne suis pas l'expert ultime du plan de query de Postgres et de comment est-ce qu'il fait son vacuum et son analyse en général. Mais l'idée, c'est que il garde une espèce de table de stats quelque part qui lui permet de faire des plans plus optimisés. Et Vacuum Analyze, c'est quelque chose que tu dois lancer régulièrement? Non, normalement, il le fait tout seul. Postgres le fait tout seul quand il est configuré correctement. Si tu n'utilises pas ton propre Postgres que tu as installé à la main, normalement, il y a un Vacuum Analyze qui se fait tout seul. Okay. Il y a des moments où tu as besoin de le faire à la main. Ça m'est déjà arrivé. C'est genre, tu te retrouves dans le cas où tu as une table dans laquelle tu fais des inserts horribles, genre des milliers de lignes périodiquement, puis après tu la vides parce que tu n'en as plus besoin, mais tu as besoin de faire des queries dessus. Bah, tu fais ton insert de je sais pas combien de milliers de données, tu lui fais analyser cette table pour avoir des stats, et ensuite tu fais tes queries. Donc il y a des moments où tu peux avoir besoin de le faire. Voilà. D'accord. Et quand vous serez dans une grosse boîte, en général, vous aurez un DBA qui sera chargé de ce genre de tâches ingrates que de savoir quand est-ce qu'il faut faire ce genre de truc. Mais dans une startup, en général, tu es censé le découvrir à la main. Voilà. Karl, tu allais poser une question, je crois. Non, je sais pas. Ok, Mais... j'avais cru entendre un début de question. Non, c'est possible, mais si c'est le cas, j'ai oublié entre-temps. Ok. Est-ce que j'ai expliqué tout ce que je voulais? Ouais, à peu près. Ok. Un truc qui va être intéressant pour vous à un moment, c'est les migrations. En théorie, c'est censé faire des downtime. Enfin, c'est censé. Dans un déploiement classique, ça fait un espèce de downtime parce que y a un moment où ton application va se retrouver dans un état partiel où tu as migré tes données, mais du coup ça marche. Enfin, mais du coup ton application elle marche plus trop bien. Imaginons que, par exemple, je sais pas moi, je sais plus. Il y a quoi sur la suggestion? Imaginons que j'ai renommé mon champ texte en un champ, je sais pas, description. Pendant un temps, mon application, elle va, tu vois, le temps qu'il finisse la migration, pour peu que j'ai des milliers de données, elle va être longue. Genre, des fois, ça prend plusieurs heures. Ah, pas là, hein, mais ça pourrait prendre plusieurs heures de faire une migration. Et pendant ce temps, en fait, mon code risque de ne plus marcher. Parce que mon application, elle s'attend à trouver un champ texte, puis le champ texte, il n'existe plus, il s'appelle description maintenant. Donc, il faut faire vraiment attention quand tu fais tes migrations à ce qu'elles soient la plus conservative possible pour faire que ton ancien code marche encore et ton nouveau code marche aussi. D'accord? Éventuellement, ta migration unitaire peut prendre du temps, et ça, tu n'as pas le choix. Donc, tu es dans une espèce d'état intermédiaire entre les deux. Mais en théorie, tu dois te débrouiller pour que peu importe que ta migration soit finie ou pas, ton code continue de marcher avec. Quitte à ce que tu tapes une deuxième migration plus tard, tu vois, dans la prochaine release, dans le prochain déploiement, pour dire, bon, maintenant que j'ai renommé, en fait, par exemple, là, la technique, ça pourrait être de dire, je fais une duplication. Plutôt que renommer, je rajoute un champ qui s'appelle description, dans lequel je fais une copie de toutes mes données. Auquel cas, mon ancien code, il marche encore parce qu'il y a texte. Mon nouveau code, il marche encore parce qu'il y a description. Mon nouveau code, ce qu'il fait, c'est qu'il insère dans les deux. Il insère dans texte et dans description. Histoire de ne pas avoir de perte de données. C'est un peu technique de faire ça. C'est une technique dont vous n'aurez pas
probablement pas besoin. Pendant très longtemps, vous vous en ficherez et vous ferez juste des migrations qui pètent votre schéma. Sachant que renommer un champ, c'est quasiment instantané, donc c'est pas forcément gênant. Mais dites-vous qu'il y a des techniques pour faire de la migration, des migrations sans downtime. J'essaie de vous retrouver un article que j'ai lu il y a pas longtemps sur le sujet, qui était pas mal. Parce qu'il y a des gens qui vous poseront la question. Moi, j'ai déjà un boss qui est venu me voir en me disant là, on peut pas se permettre de downtime, donc du coup, faut que tu trouves une technique pour faire ta migration sans qu'il y ait de downtime. Voilà. Parce que sinon, c'est ton équipe de sysadmin qui est obligée de le faire le week-end, éventuellement. Voilà. Et là, tu sais que tu vas devoir faire bosser des gens le week-end, donc c'est quand même pas cool. Donc tu fais ah oui, bon, ok. Mais ouais, pour l'instant, c'est pas vraiment une problématique que vous aurez. Mais ça peut arriver. Pareil, hein, tous ces liens, je les mettrai quelque part après. Maintenant, parlons de NoSQL. Parce que bon, ça fait longtemps que je devrais en parler et je vois que le temps passe. Le NoSQL, il y a pas mal. L'idée, c'est que c'est pas, ça veut pas dire que c'est pas du SQL, ça veut dire que c'est not only SQL. Il y a plein de styles de database en NoSQL. Les plus connus, et je pense que c'est celles que vous devez peut-être connaître, c'est MongoDB et Redis. Je ne sais pas si vous en connaissez d'autres et si vous voulez qu'on en parle. MariaDB, c'est quoi déjà? C'est pas du NoSQL aussi? Non, MariaDB, c'est l'autre nom de MySQL. Ok. Mais il y en a d'autres. Il y a des databases qui sont là pour faire du big data. Et c'est du NoSQL aussi. Mais on ne va pas en parler maintenant. J'ai vu des dizaines de noms de databases de NoSQL. C'est ça. Il y en a vraiment, vraiment plein. Et elles ont toutes leurs particularités. J'ai envie de te dire, 95% du temps, tes besoins, c'est d'avoir une base de données SQL. Mais il arrive qu'il y ait des moments où du NoSQL puisse être plus pratique pour ce que tu veux faire. Par exemple, MongoDB, ce que ça fait, c'est que ça stocke des documents. Je ne suis pas un expert MongoDB, je vais peut-être dire des bêtises. Il y a des gens qui regardent ces vidéos plus tard et qui ont envie de me cracher dessus, faites-vous plaisir. MongoDB, ça permet d'avoir des espèces d'énormes tables et ça permet de faire des requêtes très rapides sur ces tables-là. Donc, par exemple, si j'ai ma table, je sais pas, ce que je vais avoir, je vais avoir énormément de documents, de livres, avec un schéma qui est plutôt variable. Donc, tu vois, tu vas pouvoir avoir des colonnes qui sont là ou pas là, etc. Éventuellement, tu vas vouloir prendre du MongoDB pour pouvoir tout stocker dans ton énorme table. Moi, je l'ai utilisé à un moment où je récupérais des logs serveurs je pense que c'était des dizaines de milliers de serveurs en même temps, en temps réel, et que du coup, je devais les stocker très très vite, mais au final, je faisais assez peu de queries dessus, où je les faisais a posteriori et j'avais le temps. Et où je n'avais pas besoin de jointure parce que j'avais juste une espèce d'énorme table de logs. Enfin, j'avais une jointure parce que j'avais un user ID dans ma table, quoi. Mais il y avait deux tables, j'avais des users et des logs, plus savoir qu'en faire. Et donc là, MongoDB faisait du sens parce que j'avais besoin juste d'une espèce d'énorme table où dumper tous mes logs et sur lesquels je pouvais faire des queries après. Mais je faisais des queries sur une seule table. Voilà. Dès que tu dois faire des contraintes, dès que tu dois faire des jointures, dès que tu as plusieurs tables, dès que tu as des as many et ce genre de choses, MongoDB, ça devient chiant. Rails le gère pour toi, donc tu ne vois pas forcément la complexité. Mais quand tu es obligé de faire tes requêtes à la main, c'est vraiment relou. Et des fois, tu te retrouves à faire de la duplication de données juste pour te simplifier la vie. Je m'explique. Pas Meteor. C'est des projects. Très bien. Par exemple, donc ça c'est je vous ai déjà présenté je suis déjà passé dans une ancienne vidéo. C'est l'application Meteor qui gère ça. Et Meteor, c'est du MongoDB. Et donc du coup, là où pourtant j'ai pas beaucoup de données, j'ai des box, des users et des suggestions. Dans mes box, je me suis retrouvé à stocker. Alors, voilà, le author name
Parce que faire une jointure, c'est chiant, MongoDB. Mais du coup, comme j'ai un schéma qui est vague, du coup, je vais aussi stocker le nom de l'utilisateur et aussi le nombre de suggestions. Tu vois, alors que si tu faisais du SQL, tu ferais un count sur ton nombre de suggestions liées. Mais comme c'est chiant à faire, c'est plus que tu le stockes. Donc, du coup, tu es obligé de les mettre à jour un peu partout dans ton code. Donc, vite, ça devient assez horrible pour ça. Dès que tu as plusieurs tables, MongoDB, ça commence à être un peu genre, oui, ça commence à être pas très agréable. Y a des gens qui ont essayé de me dire, oui, mais MongoDB, ça te permet de pas avoir de migration, enfin, ça te permet de pas avoir de temps de downtime de migration parce que quand tu modifies le schéma, tu t'en fous. Enfin, quand tu rajoutes une colonne, tu t'en fiches. Tu n'as pas besoin d'avoir une vraie migration de rajout de colonne. Si jamais quelqu'un vous dit ça, vous dites de cracher lui au visage, de ma part, parce qu'en fait, c'est assez faux et c'est se mentir de dire que ça fonctionne comme ça parce que oui, si tu dois rajouter une colonne, effectivement, ça change rien. Si tu dois changer toutes les valeurs de ta colonne, tu as quand même une migration, elle va quand même prendre du temps. Voilà. Ou si tu dois renommer une colonne, tu te retrouves quand même à devoir faire une migration et donc en fait, c'est une fausse excuse de dire que tu n'as pas de migration en Mongo. Voilà. Et d'ailleurs, attends, je sais plus où est-ce qu'elles sont, mais je sais que j'ai des migrations parce que j'ai été obligé de le faire. Serveur, migration. Voilà. Et donc du coup, j'ai été obligé de rajouter une migration pour dire je rajoute les champs frozen et multi. Et donc du coup, pardon, je voulais rajouter le champ frozen sur ma table de box. Et donc du coup, j'ai été obligé de faire une migration pour le faire parce que ouais, mais je voudrais que toutes mes box aient le champ Frozen parce que je veux pas me taper dans mon code est-ce que le champ Frozen est présent? Oui, non, etc. Donc après, c'est peut-être parce que j'étais en train d'utiliser du MongoDB comme j'utiliserais du SQL parce que je suis trop habitué, mais je veux dire, sinon, tu fais quoi? Tu regardes si c'est présent et si c'est pas présent, alors tu considères que c'est faux? C'est pas très pratique quand même. Il y a plein de cas où c'est pas pratique pour ça, MongoDB. Mais il y a des cas où c'est vraiment pratique. Au cas où tu as besoin de gérer des milliers de données dans une seule table, c'est juste vraiment efficace. C'est bien pour le Big Redis, Data, quoi. de quoi? C'est bien pour le Big Data. Pas forcément du big data, mais c'est plus quand tu as vraiment une seule table. Hein. Ou très peu de tables. Voilà. Okay. Et que tu n'as pas de relation entre les tables. C'est ça, c'est quand tu as peu de relation entre les tables. Là, mon truc, honnêtement, c'est fortement couplé. Tu as des box qui ont des suggestions. Les box ont un créateur, les box ont des membres, les suggestions ont des créateurs, ont des gens qui les ont écrits, et ça a des votes. Chaque vote a des créateurs. Enfin, c'est genre, tu as trop de liaisons pour que ce soit agréable à utiliser en MongoDB. Si tu as quelque chose où il y a peu de liaisons entre tes différentes tables, MongoDB, ça peut complètement faire le taf et c'est beaucoup, beaucoup plus rapide que du... Ouais, beaucoup. C'est potentiellement plus rapide que du Postgres. Voilà. Redis, du coup. Je ne sais pas si vous connaissez Redis ou pas du tout et si vous l'avez déjà utilisé. Alors, le nom me dit quelque chose, mais j'ai pas souvenir, non. Ok. On l'a vu dans ta vidéo la semaine dernière. Ça doit être ça, du coup, ouais. Vous l'utilisez pourquoi? Dans Docker, t'avais créé un container Redis. C'est ça, parce que j'ai dit que j'en avais besoin pour Sidekick, c'est vrai. Redis, l'idée, c'est que c'est une table de hash. Un hash que tu stockes en RAM et sur lequel tu peux faire des requêtes. Voilà. C'est littéralement ça, Redis. Je vais vous montrer. Du coup, je vais redémarrer Redis. Où est-ce que tu es, Redis, s'il te plaît. Ah, parfait. Donc, Redis, tu as plusieurs commandes. Donc, je vais exagérer en disant que tu n'as que celle-là, mais celle dont tu te sers le plus, ça va être. Oui, ok. Set test. Et
C'est à peu près ce que fait Redis. Donc, tu fais des sets avec des clés et des valeurs, et tu get avec des valeurs. Voilà. C'est à peu près ce que ça fait. Le truc, c'est que par contre, comme c'est un hash en RAM, c'est vraiment super rapide. Et c'est un hash qui est persistant. Contrairement à ton hash que tu te dis, mais pourquoi Denis, tu n'as pas une variable globale avec un hash dans ton Rails? Bah parce que si mon Rails, je l'arrête pour déployer la version suivante, bah, je perds mon hash. Tandis que mon Redis, bah, il est toujours là et donc du coup, mon hash est toujours présent. Donc éventuellement, tu t'en sers pour faire du cache. Tu vois, tu as besoin de stocker quelque part le résultat d'une query, bah, tu peux tout stocker là. Voilà, donc c'est à peu près à ça que ça sert, mais il y a plein d'autres utilités. Redis, ça fait vraiment plein de choses. Mais entre autres, il y a ça. Tu t'en sers pour faire du cache. Tu t'en sers pour, comme c'est quasiment instantané, tu peux t'en servir pour faire des locks dans ton code à certains endroits. Dire, quand tu arrives à cet endroit-là du code, attends que personne d'autre n'y soit. Bon, tu peux faire ça avec Redis. Si jamais vous avez besoin de Redis, je vous conseille vivement cette gemme. Je vous fais le lien. L'idée, c'est tu configures ta connexion avec Redis et ensuite, tu peux avoir... Non, je pense que tu as une liste quelque part. Ok. Tu peux avoir des counters, faire des points increment, points decrement. Parce que ça, tu n'as pas forcément envie de le stocker en database. Hein. Ton +1, +2. Et éventuellement, c'est pas un modèle. Donc voilà, si tu lui dis, bah, j'ai un compteur qui s'appelle Toto, et je vais faire des points increment et des points decrement dessus. Voilà. Et de temps en temps, j'ai regardé sa value. Tu peux t'en servir, par exemple, pour stocker des statistiques. Tu vois, tu veux compter le nombre de gens qui le nombre de fois que, je sais pas, ta méthode index de ton contrôleur suggestion est appelée. Bah, tu pourras avoir un counter dans Redis qui fait le compte, et de temps en temps, tu vas regarder la stat. Voilà, c'est un exemple. Les locks, ça permet de locker un bout du code. C'est dire, je crée un lock comme ça, voilà, donc, avec un timeout en expiration. Je vous laisserai regarder exactement sur quoi ça correspond. Mais l'idée, c'est que tu lui dis, bah, ce bout-là du code, il n'y a qu'une seule instance, il n'y a qu'une seule requête qui peut passer ici en même temps. Voilà. Des fois, c'est vraiment pratique parce que tu veux être sûr qu'il n'y a vraiment qu'un seul truc qui appelle ce bout-là du code en même temps parce que tu vas avoir des problèmes de concurrence. J'ai pas d'exemple instantané. Non, j'ai pas d'exemple instantané. Mais tu peux vraiment avoir besoin de... Si jamais vous avez besoin à un moment de vous dire « Ah mon Dieu, là j'ai un problème, si j'ai deux bouts du code qui arrivent pour... si, par exemple, imaginons que tu veux faire tu gères un truc avec des réservations, avec un nombre de places limité pour un concert. Tu veux qu'il n'y ait qu'une seule personne qui puisse avoir un numéro de concert en même temps. Tu veux pas que tu aies deux personnes qui passent. Tu as deux requêtes SQL qui récupèrent le premier vide, le premier ticket vide, le premier numéro de ticket vide. Mais si elles arrivent exactement en même temps, elles vont tous les deux renvoyer 12. Et donc, du coup, les deux, ils auront 12. Donc, ils vont faire « Ah ouais !» Et voilà, et à un moment, il y en a un qui va acheter en premier, et puis l'autre, il va arriver à la fin de sa réservation, puis son ticket, il sera pas valide parce qu'en fait, il y avait quelqu'un d'autre qui l'avait réservé au cours de sa réservation. Voilà. Donc, des fois, tu as besoin que tu aies une seule personne qui passe par tel bout du code. T'as des valides. Ça doit être assez rare comme situation, hein, parce qu'on va avoir un putain de timing. Hein. Ouais, mais alors le truc, c'est que oui, c'est super rare quand tu as 3 utilisateurs. Dès que tu passes à des milliers d'utilisateurs, en fait, la loi des grands nombres fait que tu vas te taper dans ce moment. Ouais, c'est ça, ce truc-là va arriver et au moment où il arrive, tu vas pleurer. J'en ai vraiment déjà eu besoin. Mais bon, tu peux les faire en Postgres aussi. Donc éventuellement, regardez côté Postgres comment ça marche. Sachant que Postgres en fait par défaut sans te le dire. Pour te protéger. Genre quand il fait un insert quand il fait un update sur des colonnes, il les lock le temps qu'il ait fini son update pour que tu n'aies pas quelqu'un d'autre qui fasse des inserts ou d'autres updates.
Tu vois, donc, toutes les autres requêtes qui font des inserts ou des updates attendent que le premier est fini pour pouvoir passer après. Voilà, tu as des values. Là, les values, ça correspond vraiment à mon get et set que j'utilisais. Et après, tu as des espèces de trucs magiques qui te permettent d'avoir des espèces de listes en Redis ou des hashes. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il il écrit une espèce de string qui parse des parses et qui stocke dans ton Redis. Bon, je vous laisserai regarder, il y a plein de trucs possibles avec. Voilà, c'est à peu près ce dont j'avais envie de parler. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des trucs que vous pensez qu'il me manque dans la vidéo? Non, ça va à peu près. Ok. Nana, t'es correct? Ouais. J'ai Ok. pas de questions. Cool. Du coup, je peux arrêter cette vidéo. J'ai bien une question qui n'a rien à voir en fait. C'est comment ça se marche pour les injections SQL? Ah, les injections SQL. L'idée, c'est, imagine, je vais t'en montrer une super facile à faire. Imagine dans mon code, quelque part, je fais. Attends-toi. Tu te souviens tout à l'heure, j'ai fait ma requête à la main, mon Ouais. Active Record Base Connection et Execute. Et là, je fais where machin. Et là, je vais mettre une nom de variable. Tiens, comment je l'écris? Je réfléchis à comment écrire correctement requête SQL. Tac, tac, tac. Imagine, je fais ça. Donc là, il y a le user input, pour l'instant, ça n'existe pas. Mais user input. Si ton utilisateur est gentil dans sa search bar, ce qu'il va faire, c'est qu'il va écrire ça. Il va écrire i. Et donc, du coup, quand tu vas faire ta requête, super cool. Ça va récupérer exactement ce que tu voulais. Maintenant, imagine tu as un utilisateur un petit peu malicieux qui connaît un peu le SQL et il se dit, bah, ok, moi, ce que je vais rentrer dans ma string, c'est. Alors, hop. Donc, Rails te protège par défaut contre les requêtes SQL, contre les injections, hein, parce qu'il t'empêche, en général, il te conseille déjà de ne pas faire ça. Et tout ce qui arrive depuis le front de Rails est encodé pour virer certains caractères. Mais imagine, je fais ça. Ok, déjà ça de prix. De quoi? C'est toujours ça de prix. Ouais, c'est ça. Ouais, ça devrait marcher. Ah non, parce que j'ai un. Voilà. Et là, ma requête, elle marche, pas de problème. Sauf que au lieu de faire ça, je vais afficher la requête qui est faite. Et donc là, la requête qui est faite, c'est prends toutes les suggestions où le texte ressemble à quelque chose qui finit par i, ou 1 égale 1, ou le texte, c'est ce que tu veux. Mais là, tu as 1 égale 1. Donc ça veut dire, éventuellement, il a bypassé toutes tes autres where au milieu de ta requête. Parce que 1 est toujours égal à 1. Ouais, je vois. Voilà. Et donc, du coup, c'est parce que dans ma query, ici, j'ai pu mettre des quotes simples. Et que je l'ai pas encodé. Parce que normalement, en fait, ce qui se passe, c'est ce que tu fais. Hop, c'est plutôt que faire ça. Comme déjà, normalement, tu utilises du Active Record parce que c'est beaucoup plus simple. Donc, tu vas faire un suggestion en where. Texte
like, %, point d'interrogation, %. J'ai mis des quotes. Pardon. Et là, tu veux lui mettre user input. Alors, est-ce qu'il va me faire mentir? Voilà, ce qui s'est passé, c'est que Rails automatiquement. Ah oui, faut savoir qu'en SQL, quand tu as deux quotes à la suite, elles sont escapées. C'est considéré comme une vraie quote dans une string. Ok. Et donc là, en fait, ce qu'a fait Rails, c'est qu'avant toutes les quotes simples, je rappelle, mon user input, c'est ça, il a rajouté une quote de plus. Et donc, du coup, ton Postgres, ton Postgres, ça, il considère que c'est la string %, quote i. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Est-ce que tu me répètes Je comprends l'idée, ouais, t'inquiète. Ok. Faut pas les mettre? Il les met tout seul? Ok, peut-être. Mais en gros, voilà, il se débrouille pour que tu n'aies pas tu n'aies pas cette. T'es pas le truc qui se. Enfin, que tu prennes pas des injections SQL. Voilà. Sauf si vraiment tu le veux vraiment, auquel cas. Si par contre, si j'avais fait ça, je pense que tu te les prends. Plutôt que mettre mon point d'interrogation. J'ai mis mon user input ici. Oui, là par contre, je me serais pris. Là, tu vois, tout à l'heure, il me sortait rien du tout. Là, il me sort toutes les suggestions. Okay. Voilà. Donc, jamais dans une requête SQL, en Rails, tu mets des dièses de l'interpolation de string directement. Tu mets toujours des points d'interrogation. Et tu mets des virgules pour ajouter les valeurs après. Ça, c'est quand tu as besoin de faire du SQL pur. Hein. Parce que là, j'ai eu besoin de faire un SQL pur parce que j'avais un like. Tu l'as dit toi-même, Rails te protège ce genre de truc. Il essaie de te protéger le plus possible. Voilà. Si ton front est en Rails, en tous les cas, il encode automatiquement les trucs au passage pour t'en éviter. Et comme tu ne fais pas de dièse comme ça, là, l'interpolation de string à l'intérieur de ta requête SQL, normalement, tu n'as pas de souci. Autre chose qui peut vous être utile, le .toSQL en Rails, c'est très pratique. Ça lui dit transforme ce que je t'ai donné en SQL. En fait, c'est fais pas la query, montre-moi ce que tu allais faire. Voilà. Donc là, tu remarques la petite différence entre les deux. Là, il a rajouté une petite quote ici et des petites quotes ici, ce qui empêche à ton attaquant de faire une injection. Voilà. Ok, merci. Je vais couper donc cette vidéo.